Nord-Sud Institut est une association française régie par la loi de 1901 et déclarée à Toulon, en préfecture du Var, le 10 mai 2010. Elle a pour objet la promotion de l'aventure, de l'exploration et de l'histoire des civilisations, ainsi que l'éducation du public à cet univers si particulier qui a créé tant de personnages devenus des légendes. Elle est née de l'initiative de l'explorateur Dominique Jongbloed, qui a invité plusieurs de ses amis à le rejoindre. Éric Surcouf, spécialiste en recherche de trésors et d'épaves englouties, consultant en archéologie privée, Hervé Michel, spécialiste des trésors patrimoniaux et qui se reconvertit actuellement dans la recherche et l'exploration sous-marine, Philippe Esnos, chercheur du trésor d'Atahualpa, le dernier empereur inca, spécialiste aussi des problèmes miniers, notamment en métaux précieux. Geostar est le département expédition de Nord-Sud Institute. Il est dirigé par Dominique Jongbloed, explorateur, et répond à divers besoins exprimés par des clients particuliers ou des organismes institutionnels, donc d'État, voire de grands groupes pétroliers, gaziers, miniers, d'eau ou diverses ressources naturelles, alimentaires ou pharmaceutiques. Il réunit en son sein le matériel terrestre, marin, sous-marin et aérien acquis par le principal fondateur de NSI, Dominique Jongbloed, au cours de ses expéditions et qui les met à disposition de clients particuliers ou professionnels dans le cadre de missions d'exploration ou de prospection dans le monde entier. Depuis son lancement en 2013, le département Geostar a déjà initié une première expédition en Bosnie-Herzégovine, le PR1, une reconnaissance des lieux sur l'invitation du docteur Semir Osmanagic, fondateur de la fondation Parc archéologique Pyramide bosniaque du Soleil, né à Sarajevo en 2006. Il en initie une seconde cette année, le PR2, du 25 avril au 12 mai, avec le concours de la fondation bosniaque, mais aussi du gouvernement. Les expéditions EPR, European Pyramids Research, recherche sur les pyramides européennes, ont débuté le 29 juillet 2013 en partant en Italie, près de Milan, expertiser les pseudo-pyramides dites de Montevecchia. Force fut de constater que nous avions affaire à des reliefs parfaitement naturels, et l'affaire fut bouclée en 3 jours seulement. Toutefois, lors de l'arrivée dans la vallée des pyramides, ce ne fut pas la même chose. Ce n'est pourtant que 2 jours plus tard que le flashback eut lieu. J'avais déjà vu ce paysage quelque part, cette disposition de colline. Mais où? Ce n'est que dans la soirée que je réalisais. Cette disposition, je l'avais vue sur une tablette sumérienne contenue dans le catalogue de 1991 du musée de Bagdad, en Irak. Une rareté contenant à la fois les premiers caractères d'écriture sumérien et une sorte de dessin, d'illustration, représentant des V inversés. Comment était-ce possible? Semir Osmanagic m'emmena sur le lieu qu'il avait frappé, celui où il avait constaté les formes parfaitement géométriques de la pyramide du Soleil. Je ne pus que constater, comme lui, et en être également troublé. Il me présentait un endroit où il me dit que c'était l'une des 4 arêtes des 4 pans de la pyramide. Comment en être sûr? Je n'avais aucun moyen de vérifier, n'ayant pas prévu ce type d'instrument de mesure. Visitant avec Semir Osmanagic la pyramide, je pus voir de mes yeux le fameux béton d'argile et de galets, mais n'ayant rien pour en prélever, je savais qu'il faudrait que je revienne. Toutefois, je pouvais déjà m'imaginer la forme que cette pyramide, si elle était authentique, pouvait avoir. C'est en montant au sommet, par les 2 endroits principaux, que je pus me faire une idée précise de ce qu'avait pu être ce monument, si c'en était un. Les siècles, puis les millénaires, avaient lissé ces formes géométriques, mais sans toutefois réussir à complètement les effacer. D'ailleurs, une image satellite obtenue par la fondation bosniaque confirma rapidement ce point de vue. On pouvait voir sur cette photographie les parties visiblement érodées de la pyramide du Soleil. Glissement de terrain ou prélèvement des habitants de Visoko pour des raisons de construction. C'est en montant au sommet de la pyramide, sommet tronqué lors de la construction du petit fortin que surmonte l'apex de la pyramide, et en prenant des mesures radiométriques, radioactivité et fréquence ultrasons, que j'eus la confirmation immédiate de l'existence bien réelle de la fréquence ultrasons. Elle était calée très précisément sur 27,4 kHz à son point le plus haut. J'avais obtenu une mesure plus précise que l'équipe serbe qui l'avait détectée en 2011. Un radiomètre fourni par mon sponsor PCE Instruments, d'une sensibilité redoutable, détecta également l'existence de la fréquence électromagnétique.
mesure ultrason, faite 5 mètres plus bas, dans la cour du Fortin, indiqua que la fréquence ultrason y était moins forte qu'au sommet, ce qui était une pure aberration physique, puisqu'en principe une onde perd de sa puissance au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de sa source, et non l'inverse, une onde ultrason pulsée. Voilà qui défiait l'entendement. Nous étions en face d'un phénomène étrange. Une pyramide, que de nombreux scientifiques, géologues, archéologues et autres, disaient naturelle, semblait terraformée et bien orientée, au vu de ma boussole, sur le plan des points cardinaux. Elle possédait apparemment un revêtement en béton d'argile très conducteur, du point de vue électrique, sur toute sa surface et émettait 2 ondes, l'une électromagnétique et l'autre ultrason. De plus, sauf erreur de mesure, les 2 fréquences semblaient caler toutes les 2 sur 27,4 kHz. Je demandai alors à Semir Osmanagic de me conduire au labyrinthe Ravenay. Il présentait apparemment des singularités que j'étais pressé de constater. Je découvris alors avec stupeur les plans géoradars de plus de 12 km de galerie soigneusement ensevelis par quelqu'un qui ne voulait visiblement pas que l'on découvre cet endroit. Seuls 750 mètres avaient été dégagés depuis 2007, mais en entrant dans ces tunnels pour les examiner, je fus stupéfait par le dessin particulier des tunnels perpendiculaires au tunnel principal, celui qui menait à une grande salle que l'équipe archéologique avait baptisée la salle de méditation. Je découvris avec étonnement que ces tunnels perpendiculaires, bien érodés toutefois, avaient un point commun. Ils étaient taillés en des sortes de portes romanes, de tailles différentes, de hauteurs différentes. Certaines, d'une hauteur d'à peine 50 cm, ne pouvaient avoir pu servir de passage pour des humains. Un examen plus poussé me permit de constater que l'alignement de celles-ci donnait en représentation, à plat, couché sur le papier, une sorte d'onde sinusoïdale, un peu comme le spectrogramme d'une fréquence. C'est alors que je me dis que l'air s'engouffrant dans ces tunnels transversaux, selon leur taille, devait soit être comprimé, soit dilaté, voire même que l'association de ces 2 types de portes, une petite et une grande, devait pouvoir pulser en quelque sorte l'air au fond des couloirs principaux. Cela expliquerait le courant d'air frais jusqu'au fond des 750 mètres de tunnel, qui pourtant s'enfonçait jusqu'à plus de 35 mètres de profondeur. L'air aurait dû être plus chaud, plus sec. Au lieu de cela, il y avait une température constante, et la circulation d'air y était très agréable. C'est alors que, lors d'une deuxième visite, le lendemain, je constatai que l'atmosphère était très ionisée. Ionisée certes, mais négativement. En effet, le compteur d'ions de la Fondation bosniaque confirma les mesures affichées et avec plus de 43 000 fois la teneur en ions négatifs mesurée à l'entrée du labyrinthe Ravenay, il était clair que l'atmosphère ici était la plus pure que je connaisse. Il régnait une atmosphère de bloc opératoire, absolument stérile en microbes et autres bactéries pour lesquelles cette atmosphère est carrément mortelle. De plus, un autre phénomène se produisit. Était-il le résultat d'une sorte de conviction psychosomatique ou était-il bien réel ? Toujours est-il que durant les derniers jours de la mission, mon état de santé changea brutalement. Actuellement sous hypertension cardiaque, je ne ressentis plus, sur place, le besoin de prendre mes comprimés et la douleur habituelle que j'ai à ma poitrine avait subitement disparu. Je ne dirais pas que j'étais dans une super forme, mais j'étais bien, tout simplement. Un autre phénomène, plus étrange encore, survint lors de l'examen du mégalithe K2. Alors que je prenais des mesures de radioactivité avec mon compteur Geiger et que, dans le même temps, je testais la présence de rayonnements électromagnétiques, la pile de mon radiomètre se déchargea brutalement et, dans le même temps, j'enregistrais sur le compteur Geiger une hausse de 14, ce qui est le rayonnement naturel de la Terre, qui est entre 7 et 14, à 50 microrem. Alors qu'une équipe de volontaires emmenés par leur chef s'asseyait sur les bancs près du mégalithe, le compteur Geiger enregistra, sans explication encore aujourd'hui, une hausse de 14 à 120. Lorsque l'équipe quitta la proximité du mégalithe, le rayonnement radioactif déclina pour revenir à la norme. Je ne pus qu'entrevoir ce petit point d'eau, peut-être l'entrée d'un lac plus vaste. Mais les volontaires aux fouilles m'ont assuré que boire de son eau avait un effet revigorant. Bien que sceptique durant toute la visite, je dois dire que je n'ai rencontré aucune personne qui me semblait fatiguée, bien au contraire. Je reste encore méfiant, bien sûr, et attends d'analyser cette eau lors de l'expédition EPR2 afin d'avoir le fin mot de cette histoire. Nous avons repris notre chemin et, assistés d'un guide généreusement fourni par la Fondation bosniaque, nous nous sommes rendus au tumulus de Vratnica. Dès mon arrivée,
J'ai exprimé de sérieuses réserves quant au fait que ce tumulus en soit un. Au mieux, c'est un tertre. Un petit monticule de terre, de 32 mètres de haut toutefois, une levée de terre sur une sépulture. Le mot serait plus approprié. Ce qui me fut présenté comme du bâti me laisse assez perplexe, et je dois dire que, sans prélèvement et analyse, je n'ose me prononcer. Mais je dois reconnaître, en tant que spécialiste des civilisations antédiluviennes, que j'ai tout de même de sérieux doutes. Ceci dit, ce n'est pas au regard que l'on peut dire sans erreur si ces passages dallés sont ou non construits par l'homme. Si l'on veut parler de tumulus, alors il faut comparer avec celui de Newgrange en Irlande. Là, la différence frappe directement. Face à autant de questions, il ne pouvait en être autrement. Il fallait revenir avec une nouvelle expédition, le PR2, avec plus de matériel, et rester vraiment plus longtemps. C'était mon désir, celui de Semir Osmanagic, qui voulait une réponse définitive afin de faire cesser la polémique sur ce site archéologique essentiel dont il est le découvreur. Chose incroyable entre-temps, face à une crise économique qui dure et même s'amplifie, le gouvernement bosniaque nous a demandé de leur apporter une réponse sans détour sur ce qu'est réellement la vallée des pyramides de Visoko. Il faut savoir qu'actuellement, la vallée des pyramides nourrit directement ou indirectement plus de 70 000 personnes, ce qui en fait le premier employeur de la Bosnie tout entière. Si la vallée est confirmée comme étant un lieu historique, alors l'économie du pays explosera dans un sens positif, et Bosnie ne sera plus synonyme de guerre, mais de civilisation et de pyramides. Tout l'enjeu du pays est là, et pèse à présent sur les épaules de Nord-Sud Institut. Pour réussir cet exploit, nous avons dû nous équiper d'un matériel exceptionnel, comme un ballon captif qui prendra les photographies les plus précises jamais prises en altitude de la vallée. Il permettra aussi d'authentifier le fait que la fréquence ultrason de la pyramide du Soleil gagne en puissance au fur et à mesure qu'elle s'éloigne du sommet et rejoint la stratosphère. Un drone, le plus élaboré technologiquement, a été acquis pour les mêmes raisons, et aussi pour éventuellement déceler d'autres vestiges encore invisibles depuis le sol. Nous avons conçu un rapporteur d'angle équipé d'un trépied avec niveau à bulles, d'une lunette de visée et d'un faisceau laser pour mesurer très précisément les angles de toutes les pyramides et prendre ainsi des mesures précises de chaque monument afin d'en avoir des cotes très fines. Le premier objectif sera de mesurer les angles de la pyramide du Soleil et de déterminer les 4 arêtes afin de vérifier si celle qui a été dégagée est bien au bon endroit et s'il n'est pas possible cet été, de dégager les 3 autres afin de mettre un terme à la polémique. On prélèvera du béton d'argile pour le faire analyser dans les laboratoires de Lafarge et autres consorts. Spécialistes des bétons, leur analyse ne peut souffrir d'aucune contestation. On reprendra les mesures des fréquences, mais cette fois-ci en respectant les normes proposées par les meilleurs acousticiens et bioacousticiens français, et avec un matériel très sensible. Semir Osmanagic nous a fourni les photographies satellites les plus détaillées possibles, afin de faire de très sérieuses recherches en radiesthésie. En effet, nous avons demandé à Albert Fagioli, l'un des experts en la matière, notamment auprès de plusieurs chercheurs de trésors, mais aussi auprès d'instances françaises, de prospecter ces lieux à la recherche d'entrées, de couloirs, de tunnels d'aération, de salles souterraines. Ce qu'il a trouvé est proprement surprenant. Une salle ou une entrée importante à la base de la pyramide du Soleil, et plusieurs couloirs. Sur la pyramide de la Lune, la surprise est totale, car il semblerait que celle-ci ait la même conception que les pyramides spiralées de Camas dans le sud de l'Espagne. Ces pyramides n'ont d'ailleurs actuellement pas pu être datées. Les éléments qui pourraient constituer une sorte de dallage sont très intéressants. Mais sans une analyse sur le terrain, nous ne pourrons être fixés sur l'authenticité. Bâtie ou naturelle? Concernant l'exploration d'éventuelles entrées, la pyramide de la Lune nous apporte son lot de surprises. Plusieurs tunnels apparaissent, dont un apparemment effondré, et il existerait aussi une salle à moins que ce ne soit une entrée à la base de la pyramide. Le labyrinthe de Ravenay a aussi ses découvertes sidérantes. Nous aurions la confirmation d'un tunnel menant directement à la pyramide du Soleil, et un autre partant dans une direction opposée, mais sans savoir précisément où il pourrait bien mener. Afin de s'assurer que mon impression n'en est pas seulement une mesure d'ion négatif va être entreprise dans les tunnels de Ravenay, avec notre propre appareil.
calibré sur la teneur en ions négatifs de l'atmosphère à proximité de l'entrée, afin de comparer avec les mesures de la Fondation Bosniaque. Nous irons aussi vérifier si une émission de fréquence n'existe pas sur la pyramide du Dragon, sur la pyramide de l'Amour, sur le temple de notre mère la Terre, et si ces pyramides sont aussi recouvertes du béton d'argile spécifique à la pyramide du Soleil. Il semble, de plus, qu'il existe également une entrée dans la pyramide du Dragon et l'éventualité d'une salle. Toutes ces découvertes amènent obligatoirement Northwood Institute à se poser des questions sur la nature exacte des lieux. Et la confirmation de ces découvertes sur le terrain, doublée de l'exploration de chaque entrée attestée, devrait peut-être soutenir l'authenticité des lieux, pour le peu que ces entrées, tunnels et salles soient des réalités effectives. Les mesures, explorations, prélèvements qui vont être faits amèneront obligatoirement, après analyse par des instituts et laboratoires scientifiques confirmés, à la vérité sur ce qu'est exactement cette vallée dite des pyramides. C'est là tout l'enjeu pour le gouvernement bosniaque qui a besoin de réponses, pour la fondation bosniaque qui a besoin de certitude, et pour Northwood Institute qui a besoin de vérité. Car nous avons promis au public français, mais aussi mondial, la vérité sur ces lieux. Le tunnel KTK, qui était autrefois une mine, c'est avec lui que souvent les contradicteurs confondent le labyrinthe Ravenet, a aussi beaucoup de secrets à révéler. On a découvert dans ces tréfonds des couloirs dégagés lors du creusement de la mine. Ils étaient totalement isolés du monde extérieur. Cette découverte pourrait authentifier le fait que ces couloirs ne sont pas des canulars et que le labyrinthe Ravenet, avec lequel il est censé communiquer à un endroit, est un véritable vestige antédiluvien. Reste le tumulus de Vratnica, qui doit encore faire l'objet de mesures, puisque notre premier passage sur cet endroit fut plus que rapide et largement insuffisant pour s'assurer de sa véritable nature. Reste tout de même le mystère de la fréquence ultrason de 16,8 kHz émettant exactement au sud du sommet du tumulus. Le mystère de la fréquence ultrason de 18,6 kHz émettant exactement au nord du sommet du tumulus. Mais surtout, du bruit de fond inquiétant, extrêmement régulier, à la nanoseconde près, meublant en bruit de fond l'enregistrement des deux fréquences et qui semble provenir des vibrations d'une machine pulsante située quelque part en profondeur dans ce tumulus d'aspect naturel de prime abord. Si l'on se souvient des fréquences sud et nord, et qu'on les compare à celles créées pour un film de science-fiction, Mission to Mars, fréquence qui fut donc créée de toutes pièces, certes, mais avec l'appui de la NASA comme conseiller technique, on ne peut qu'être frappé par la similarité, la ressemblance incroyable entre les séquences de celles de Visoko et la fréquence du film. Vous l'entendez? Ouais.
C'est les pauses, d'accord? T'entends les pauses, là? Ouais. Et j'ai compris par ça qu'il y avait comme une structure. C'est un motif répété. Mathématiques? C'est aussi ce qui m'est venu l'idée. Il y a 3 blocs distincts au sein de chaque structure. Et dans chaque bloc, les fréquences viennent en groupe de 3. C'est 3, 3, 3, 3, 3, 3, c'est toujours 3, 3, 3, c'est tout le temps pareil. Durant des mois, j'ai tenté d'analyser tout ça en essayant différents ordres et tout ça, et c'est là que j'ai pensé dimension. Les coordonnées X, Y, C'est ça, oui. 3 groupes égale 3 dimensions. Alors j'ai donné des valeurs graphiques différentes à chaque bloc, groupe et fréquence. Et là, ben ça m'a donné ça. Surprise. Oh, nom de Dieu. Est-ce que ce serait ce que je crois? De l'ADN. C'est clair. Ouais. Ces fréquences seraient-elles artificielles? Aucun des laboratoires, organismes scientifiques et chercheurs ne se sont engagés clairement à ce sujet. Mais plusieurs chercheurs, comme Alain Guiot, acousticien du CNRS, et Michel Barato, l'un de nos plus grands bioacousticiens, sont persuadés d'une chance possible que cela soit le cas. Toutes les fréquences enregistrées n'entrent pas dans le champ des émissions d'ultrasons des chiroptères, des chauves-souris. Qui plus est, aucune fréquence ne fut enregistrée de nuit, et les chauves-souris n'émettent pas d'ultrasons stables en fréquence et en intensité, même si elles émettent toutes, selon l'espèce, dans une plage spécifique à chaque fois à l'espèce en question. Aucune fréquence ne peut être émise par les orthoptères, criquets, grillons, cigales et même la plupart des espèces de sauterelles, car elles sont bien trop hautes en fréquence pour ces espèces. Pour être sûr que ces fréquences soient indubitablement artificielles, il va falloir effectuer un enregistrement continu de chacune d'elles sur plus de 360 secondes, sans qu'il y ait de variation notable du signal et du spectrogramme. Auquel cas nous aurons soit une singularité géologique liée à la très forte teneur en quartz de la terre et de l'argile des pyramides et de la vallée de Visoko, soit nous aurons affaire à un signal effectivement artificiel. Et alors, nous aurons enfin la preuve que les civilisations antédiluviennes ne sont pas une vue de l'esprit, que ces civilisations, bien que très différentes avec la nôtre, pourraient cependant être aussi performantes sur le plan scientifique. Vallée d'Urtang, Serbie, août 2013. Alors que nous effectuions une reconnaissance sur la vallée des pyramides de Visoko, une autre équipe, celle du professeur Slobodan Mizdrak, celui qui avait détecté la fréquence électromagnétique au sommet de la pyramide du Soleil en 2011, explore une nouvelle vallée à 300 km de celle de Bosnie, dans laquelle règnent des phénomènes étranges. Les batteries d'ordinateurs ou de téléphone se déchargent anormalement vite. Idem pour les batteries automobiles et, selon l'endroit, les communications semblent perturbées par des interférences qui affaiblissent le signal. Il découvre alors que cette vallée renferme une autre colline, comme celle de Visoko, qui semble, elle aussi, terraformée. Il découvre que la colline principale de cette vallée est de forme pyramidale, à 3 pans, comme celle de la Lune en Bosnie, mais qu'elle présente toutefois 2 faces possédant rigoureusement le même angle, de 105 degrés. Testant son sommet le radiomètre et le fréquencemètre, il détecte une onde électromagnétique de 27,4 kHz, exactement la même fréquence que celle de la pyramide du Soleil. Plusieurs chercheurs de plusieurs nations ont été conviés à cette immense expérience qui dura 9 jours, du 2 au 11 août 2013. 20 experts multidisciplinaires en provenance du Canada, de la Russie, d'Angleterre, d'Italie, de Finlande, de Slovénie, de Croatie, de Bosnie-Herzégovine et bien sûr de Serbie, avec le soutien total d'environ 100 bénévoles, se sont lancés dans une investigation de la vallée de Rtanj et il semblerait que leur découverte amène Nord-Sud Institut à se lancer dans une nouvelle expédition dans cette vallée pour contre-expertiser les résultats obtenus. Lors d'une mesure effectuée au sommet de la pyramide d'Urtanj, un signal électromagnétique élevé a été identifié. Il y a une différence de potentiel de 4000 volts tous les 5 mètres, causée par un phénomène probablement naturel d'électricité statique. Les données préliminaires indiquent que le signal au sommet de la pyramide d'Urtanj est stable et 4 fois plus fort en intensité que la prévision mathématique. Lors de la génération de fréquences, pour analyse de la structure de la supposée pyramide, un retard de retour de signal de 29 minutes fut observé.
Après arrêt du générateur d'ondes, le récepteur recevait toujours les mêmes valeurs d'intensité de signal et aussi longtemps qu'il était allumé. D'un point de vue purement physique, cet effet est difficilement explicable. Le professeur de Bertolis de l'université de Trieste en Italie aurait enregistré sur tous les sites visités dans les environs d'Ortange un niveau normal de radioactivité, sauf lors de sa visite de la grotte de Bogovinska. Les valeurs sur ce site dépassent la valeur maximale admissible de rayonnement. Les autorités municipales compétentes continueraient actuellement à prendre des mesures pour suivre l'évolution du phénomène. Selon un rapport de Slobodan Mizraïk, une pyramide au Soudan et une ziggourate en Iran semblent émettre, elle aussi, une fréquence électromagnétique de 27-28 kHz. Sommes-nous en train de découvrir des preuves irréfutables des civilisations antédiluviennes ?